Bienvenue à l'UPJB et bienvenue tout particulièrement à Daniel Lofer qui va nous parler ce soir de son livre « Venir après, nos parents étaient déportés ». Alors avant de donner la parole à Daniel Lofer et à Lucie Groman, je vais vous dire quelques mots sur les activités prochaines de l'UPJB. Donc on va avoir chaque vendredi du mois de juin une visioconférence. Vendredi prochain, le 11 juin, ce sera avec Gérard Roland qui parlera de la situation en Chine, où va la Chine, quelles sont les questions qu'on peut se poser sur ce qui se passe dans cette superpuissance. Le 18 juin, il y aura une visioconférence avec Nicolas Latteur sur la crise du Covid et plus particulièrement sur comment dans les entreprises, les salariés ont dû réinventer leurs conditions de travail pour pouvoir se protéger et aussi pour faire face, je dirais, aux insuffisances des règles d'hygiène qui avaient été décrétées. Et donc, ça pose évidemment la question de la démocratie dans l'entreprise. Et le 25 juin, nous serons avec Anne-Sophie Dreyfus des éditions de l'Antilope. Nous avons eu récemment Hélène Coffert qui a publié un livre aux éditions de l'Antilope. Et donc, Anne-Sophie Dreyfus nous parlera de son travail d'éditrice. Et les éditions de l'Antilope ont un catalogue particulièrement riche, notamment avec de nombreux livres traduits du yiddish et de l'hébreu. Alors, je vous rappelle simplement que pour poser des questions, vous avez une touche QR en bas de votre écran à droite. Donc, à tout moment, vous pouvez poser les questions et les questions seront évidemment ensuite posées à Daniel Lofer à la fin de cet exposé. Et dernier rappel aussi, l'ensemble des visioconférences que l'on a fait jusqu'à présent et celles qui vont venir seront également mises sur notre page YouTube. Donc, vous pouvez toujours voir, revoir, diffuser l'ensemble de ces visioconférences. Voilà, eh bien, bonjour et bienvenue à Daniel Lofer. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de nous rejoindre. Enfin, merci d'être là ce soir. Merci de m'avoir invité. Voilà. On va parler donc de ton livre qui est paru il y a quelques mois et qui s'appelle « Venir après ». Alors, avant peut-être de parler du livre, je vais dire 2-3 mots sur qui tu es et au fond, pourquoi on a écouté cette chanson, parce que c'est vrai qu'on a décidé maintenant, avant les conférences, de passer une chanson ou une musique et c'est toujours en lien avec le thème ou la personne qui vient parler. Alors ici, c'est pas tellement en lien avec le thème, on va dire, mais certainement avec la personne qui vient parler, parce qu'on a écouté donc une chanson de Raymonde Abécassis, qui est une chanteuse qui est née à Casablanca, qui est une chanteuse judéo-marocaine, et toi, tu es née à Casablanca et tu y as vécu jusqu'à l'âge de 15 ans. Absolument, oui. Ça m'a fait des frissons d'ailleurs. Ça me rappelle le Maroc, j'aime bien. Voilà. Alors, tu as d'abord commencé dans ta vie professionnelle comme traductrice de l'anglais et plutôt technique, mais si j'ai bien compris, tu as aussi traduit des romans policiers et des livres de cuisine. Oui. Et puis, dans un deuxième temps, c'est le journalisme et l'écriture de livres. Oui. Donc, le journalisme plutôt dans le domaine psy. Oui. Et les livres, c'est des thématiques psy, famille, étapes de la vie, mais aussi des romans pour la jeunesse. Oui. Voilà, je pense que j'ai à peu près couvert l'essentiel de ton parcours. Des livres d'humour aussi qui sont... J'ai essayé, je ne sais pas si vous entendez, il y a une clameur dehors, je ne sais pas s'il y a un match ou quelque chose. Non, vous n'entendez pas? J'entends, j'ai pas de problème. Bon, tant mieux alors. Oui, oui, donc oui, effectivement, je suis passée de la traduction au journalisme et ensuite j'ai fait du journalisme et j'ai écrit des livres, j'en ai écrit 18, je crois. Je ne suis pas devenue riche et célèbre pour autant, mais bon. Bon, alors venir après prend comme point de départ ton histoire personnelle, à savoir que tu es fille de déportés. Oui. Et le prologue du livre commence d'ailleurs par cette phrase qui dit « Je suis une fille de déportés. En relisant ces mots, j'ai un sentiment d'étrangeté et d'irréalité. » Et donc moi, en lisant ça, cette irréalité et cette étrangeté, je me disais au fond, c'est
ça exprime probablement quelque chose comme un vide ou une béance face à ce, je sais pas, c'est un, le fait d'avoir... Oui. C'est-à-dire que surtout, comme je n'avais jamais pu vraiment en parler, c'était totalement étrange parce qu'entre ce que l'on peut lire dans les livres d'histoire, ce qu'on peut voir au cinéma et ce qu'on peut vivre soi-même quand on a été enfant et qu'on a eu le sentiment que quelque chose de terrible est arrivé à sa mère sans vraiment savoir de quoi il s'agit, c'est très étrange et ça paraît toujours complètement presque surréaliste. Entre les discours sur la Deuxième Guerre mondiale, sur la Shoah, le génocide et sa propre histoire, quand on a une mère qui est là, qui n'est pas en costume rayé, qui n'est pas un personnage de film, mais que malgré tout, on cherche toujours dans les images de la guerre et dans les images de la libération de Bergen-Belsen où elle était. Et cette femme qui m'a mise au monde, qui m'a élevée, je n'ai su que très tard qu'elle avait été déportée. Donc tout ça, effectivement, c'est très, très étrange, quoi. Très, très étrange. Et donc, au fond, une des questions qui est sous-tendue, c'est en quoi la déportation a-t-elle transformé ta mère? Cette femme, jeune femme de 22 ans, qui voulait devenir actrice, et cette femme qui est comme de l'autre côté d'une vitre par moment, froide, bizarre, qui parle toute seule, qui ne sait pas aimer. Oui. La question, de toute façon, je pense que beaucoup des témoins qui m'accompagnent dans ce livre se la sont posées à un moment ou l'autre, c'est-à-dire est-ce qu'elle était déjà bizarre avant? Est-ce que c'est la déportation qui l'a rendue dingue, comme dit une des personnes qui est avec moi dans le livre, ou est-ce qu'il fallait être dingue pour s'en sortir, en fait? Moi, je n'ai pas la réponse et je crois que personne ne l'a, mais je pense qu'on a tous hérité de ces parents particuliers qui ont quand même traversé l'horreur, qui en sont sortis, qui ne s'en sont certainement pas remis, même ceux qui ont mené après des vies comme Simone Veil, par exemple. Je pense que c'est des gens qui n'ont jamais rien oublié. Et après, qu'ils en aient parlé à leurs enfants ou pas, souvent ils n'en ont pas parlé parce que c'est indicible. C'est quand même indicible. Je pense que même après avoir écrit ce livre, même après avoir rencontré d'autres enfants de déportés qui ne sont plus des enfants puisqu'ils ont mon âge, c'est-à-dire entre 60 et 75 ans, voire plus, on ne comprend toujours pas ce qui a pu se passer, mais qui nous a touchés directement. Directement parce qu'on a été élevés par des gens qui ont traversé ça, mais pour de vrai, quoi, qui y étaient. Donc c'est... Ouais. À côté de soi. Comment? Et alors, voilà ce que je voulais poser une question autour vraiment du livre, c'est que tu aurais pu, avec les questions qui sont les tiennes, faire tout autre chose. Ça aurait pu être tu aurais pu, je ne sais pas, faire faire des lectures sociologiques ou voir des cliniques, etc., et faire un essai, par exemple. Et au fond, ce qui est très fort et très particulier, c'est que c'est un livre où on entend 20 personnes différentes témoigner et faire part de ce que c'est. Donc, il y a quand même 20 personnes, 13 personnes en t'incluant, et 13 femmes, je veux dire, et 7 hommes. Et moi, ce que je voulais te demander, c'était comment est-ce que cette idée est venue de faire comme ça, de faire de cette manière-là, et comment as-tu procédé? Alors, moi, j'ai écrit un premier livre avec ma mère il y a 25 ans, je pense, peut-être plus, quand ma sœur, qui est d'ailleurs dans le livre, et moi avons éprouvé le besoin de vraiment lui poser des questions pour connaître son histoire. Et donc, après beaucoup de difficultés, elle a fini par écrire et j'ai écrit un récit à 2 voix qui était où il y avait une alternance de son récit à elle que j'ai retravaillé puisque c'était pas son travail. Bon, l'écriture, c'est quand même un boulot malgré tout.
et le mien qui était le récit d'une petite fille ou d'une jeune femme qui était un peu moi et pas tout à fait. Voilà. Ce livre est sorti aux éditions Bayard dans une indifférence générale. Il n'a pas du tout marché, il n'a intéressé personne. Alors, ça m'a beaucoup chagrinée parce qu'il était extrêmement important pour moi, parce que je pense que j'avais tellement travaillé que c'était un beau livre. Et lorsque récemment, j'ai une amie qui s'appelle Emmanuelle Heitzig, qui est responsable littéraire de cette maison d'édition, les éditions du Faubourg, qui publie ce livre, je lui ai demandé s'il était possible de rééditer ce livre. Et elle était tout à fait enthousiaste, mais Sophie Caillat, qui a fondé cette maison d'édition, les éditions du Faubourg, m'a dit que c'était compliqué pour elle de lancer une maison d'édition avec un livre qui avait déjà été publié. Et donc, moi, je ne voulais pas le retravailler, le réécrire. En même temps, toutes les deux pensaient qu'il était vraiment important de faire entendre des enfants de déportés. Moi, j'étais persuadée que ça n'intéresserait personne, puisque pendant toute ma jeunesse, ça n'a intéressé personne. Pendant le début de ma vie adulte, ça n'a intéressé personne. Que personne ne s'est jamais intéressé au fait que j'étais une enfant de déportée. Personne ne s'est jamais demandé pourquoi j'étais si fragile, si angoissée, claustrophobe, enfin, parce que voilà. Donc, je disais, ça n'intéresse personne. Et devant leur insistance, je me suis dit, bon, allons voir si d'autres enfants de déportés ont vécu les choses comme moi. Je savais bien qu'il s'agissait d'un traumatisme collectif, je savais bien que nous n'étions pas indemnes de cette histoire, mais je me suis dit, je vais essayer de faire un récit polyphonique, c'est-à-dire, je n'avais aucune envie de mettre des témoignages les uns derrière les autres. Pour moi, ça, c'est du journalisme, et j'avais envie de faire un vrai livre, quelque chose qui soit quand même un peu littéraire. Donc je me suis lancée comme ça. J'ai lancé des appels à témoins via un groupe Facebook qui s'appelle Yiddish pour tous. J'ai mis un peu mes amis à contribution. J'ai évidemment interviewé ma sœur qui doit être en train de regarder, parce que ma sœur et moi n'avons pas vécu de la même façon. Nous ne sommes pas nés en même temps, donc notre mère n'a pas eu le même comportement avec toutes les deux. Nous n'avons pas vécu les choses de la même façon. Et je me suis aperçue que les gens étaient extrêmement demandeurs. Il y a beaucoup de gens qui avaient envie de témoigner, qui avaient envie de raconter, ce qui pour moi était extraordinaire, parce qu'en temps normal, j'ai l'habitude d'interviewer les gens sur des sujets intimes, mais c'est toujours un peu compliqué d'amener les gens à raconter. Et là, tout le monde avait envie de témoigner. Donc, j'ai commencé par interviewer les gens. Ça m'a pris un peu plus de 6 mois, 1 an, les trouver, les rencontrer, les interviewer, décrypter, retranscrire, sans savoir exactement comment j'allais procéder. Je savais ce que je voulais faire, ce récit écrit à la première personne, un peu littéraire, qui ne soit pas une suite de témoignages, mais je ne savais pas du tout comment j'allais arriver à le faire. Et en fait, une fois que j'ai eu tous ces témoignages, j'avais lu aussi beaucoup de livres, le plan m'est apparu évident. Il fallait que je parle de l'enfance, comment on a appris que nos parents avaient été déportés. Il y a des parents qui en ont parlé, des parents qui n'ont rien dit, et puis que je continue comme ça, avec cette enfance un peu étrange qu'on a tous eue, avec des parents assez bizarres, certains avec des numéros, d'autres qui parlaient avec un accent, et puis ces familles pas comme les autres, puisque nous, on n'avait pas... il y a beaucoup de gens qui ont perdu toute leur famille pendant la guerre. Enfin, il y a eu 6 millions de juifs qui ont été mis dans des chambres à gaz et exterminés, avec ensuite des relations un peu compliquées, parce que c'était quand même des parents souvent un peu particuliers. Et voilà, j'ai comme ça déroulé de quoi nous avons hérité, ce que ça nous a fait, ce que nous, on en a fait. Parce qu'en fait, l'histoire, on la connaît tous, mais qu'est-ce que ça nous a fait à nous? Et surtout, qu'est-ce qu'on en a fait? Parce que, alors, moi, j'ai rencontré des gens qui tiennent sur leurs 2 jambes, qui ont construit leur vie, qui ont
des enfants qui, certains ont été très, très, très choyés par leurs parents, comme une espèce de parents, des parents qui avaient envie surtout que leurs enfants ne connaissent pas la même histoire qu'eux. D'autres ont été maltraités par des parents qui ne savaient pas aimer, ce qui a un peu été le cas de notre mère. D'autres, on a tous été un peu quand même, mais on en a tous fait quelque chose. Et je trouvais que c'était beaucoup mieux d'en parler comme ça, comme d'une espèce de force de vie, parce qu'en fait, si nos parents ont survécu à cette atrocité, c'est parce que cette force de vie, ils en sont sortis. Et puis, je suis arrivée à cette histoire de transmission. Qu'est-ce qu'on transmet? À qui? Comment? Et puis nos enfants. Parce que nos enfants, moi j'ai une fille, je suis absolument pas croyante, je ne suis absolument pas pratiquante. Mon père travaillait pour des organisations juives, mais je n'ai reçu aucune éducation juive, mais je me sens profondément juive et je me sens profondément obligée de témoigner de toute cette histoire qui est en train de disparaître, puisqu'il y a plein de gens qui la nient aujourd'hui, le négationnisme quand même, et les derniers survivants sont en train de mourir. Et qui va pouvoir témoigner de cette histoire? Et nous, qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants? Donc voilà, je terminais ce livre avec cette question et ce souhait, pourvu que nos enfants se souviennent et témoignent, mais qu'ils n'en souffrent pas, comme nous, je pense. En tout cas, je pense que tous les gens qui sont présents dans ce livre et qui m'accompagnent, on a tous été quand même traumatisés par cette histoire qu'on n'a pas vécue personnellement. Et je ne voulais pas être dans le pathos, je ne voulais pas être déprimante, mais je voulais témoigner et je pose beaucoup de questions parce que franchement, moi, j'avoue que il y a des choses, j'ai toujours pas compris comment l'être humain peut être capable d'atrocités pareilles. Et ce n'est pas la seule. Et malheureusement, je pense que ça continuera et que ça recommencera. Mais voilà, je pense que nous, moi, je suis hyper angoissée. Alors bon, ça va mieux maintenant avec des années d'analyse, je réussis. Mais je tiens à être angoissée, je tiens à tout ça, je tiens à cet héritage parce que je pense que c'est aussi ce qui fait ma force. Je ne me sens pas du tout victime et je pense que parmi tous les gens qui sont avec moi dans ce livre, aucun se sent victime. On est les héritiers d'un carnage, d'un massacre, d'une entreprise de déshumanisation, mais on est là. Donc, puisqu'on est là, c'est vraiment que Hitler a perdu. Et beaucoup, enfin, parmi ces 20 personnes, enfin, je pense que c'est toutes des personnes assez exceptionnelles. Enfin, je dis pas, je pense que toutes ces personnes sont relativement exceptionnelles. Il y a certaines personnalités assez connues, Alain Ehrenberg, bon aussi la fille de Tomkiewicz, la fille de Sam Brown. Enfin bon, il y a plusieurs personnes qui sont des personnes qui ont une place importante aussi dans la transmission je ne les ai pas choisis du tout. Je ne voulais pas du tout aller voir. Mon but n'était pas du tout d'aller chercher des people, genre comme les enfants de Simone Veil, etc. Je n'ai pas du tout cherché ce côté-là, mais c'est le hasard. Il se trouve qu'Alain Ehrenberg est un ami. Je ne savais pas du tout qu'il était enfant déporté. La fille de Tomkiewicz, je l'ai rencontrée par hasard pendant que j'interviewais Daniel, qui est un cinéaste qui habitait chez elle. Elle écoutait, elle a voulu parler. Donc, oui, c'est des gens. Ce sont des belles personnes qui ont Oui. bon, justement, Daniel, il a fait un film sur Tomkiewicz qu'on va voir à l'UPJB je pense au mois d'octobre ou au mois de septembre en tout cas. Et donc voilà, en lisant ce livre, on découvre beaucoup de personnes intéressantes, on découvre beaucoup de liens aussi avec d'autres choses et d'autres personnes. Et ça, j'ai trouvé vraiment très, très riche. Et j'avais aussi envie bon, peut-être, je ne sais pas, mais par rapport, enfin, tu pointes que beaucoup d'enfants de déportés
ont plein de difficultés, rencontrent certaines difficultés du style des confusions sur les générations, des oublis de dates. Enfin, moi, en tout cas, moi, j'oublie tout. Je n'arrive pas, mais ça relève. Voilà. Je sais que ce que ma mère ne m'a pas dit, je ne peux pas m'en souvenir. J'ai besoin de revoir mes fiches presque. Euh, oui, parce que il y a aussi Nelly Grimbert dans le livre qui dit, mais on m'a tellement dit il faut oublier, que finalement elle dit bah, j'oublie tout. Donc je ne me souviens pas des dates. Et donc on a tous été marqués par des choses par des phrases dont on ne comprenait pas vraiment le sens profond, puisqu'on ignorait d'où elles venaient et pourquoi on nous les disait, mais on les a entendues, parce que les enfants entendent ce qu'on leur dit, mais quand on leur dit pas, ils n'entendent pas, et voilà. Et tu utilises le terme une éternité enténébrée que je trouve. Est-ce que tu peux peut-être développer quelque chose là-dessus? Parce que je pense que ça précise quelque chose qui me semble assez important, cette éternité enténébrée qui concerne les enfants. Oui, parce que je pense que on ne peut pas sortir de cette histoire, en fait, même si on ne vit pas du tout dans le même contexte que nos parents, et heureusement, mais on y est plongé quand même, on y est plongé à notre insu, et ces ténèbres, ces fantômes dont je parle beaucoup, et il y a des gens qui m'ont demandé mais c'est quoi ces fantômes? Mais ces fantômes, c'est évidemment, c'est pas les vrais fantômes, mais c'est ce souvenir de je sais pas comment dire, quoi. C'est tellement évident pour moi que ces cauchemars, ces angoisses dans lesquelles j'étais enfant. Par exemple, je peux raconter ce rêve que j'ai fait longtemps quand j'étais enfant et que je ne savais pas du tout pourquoi j'étais si angoissée, pourquoi j'étais asthmatique, pourquoi j'avais peur de tout. J'ai pendant très 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 longtemps rêvé que je marchais dans un tunnel sur des rails, sur une voie de chemin de fer. Et je voyais le bout, mais très 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 loin. Et plus je marchais, plus le bout s'éloignait, ce qui fait que je n'arrivais pas à sortir de ce tunnel. Et puis un jour, mais sans doute après des années d'analyse et de travail sur moi pour essayer de comprendre, j'ai vu qu'il y avait des petites fleurs sur les côtés, et je pense que je me suis dit, je peux cueillir ces fleurs, c'est-à-dire je peux faire quelque chose de cette histoire, voilà. Mais, euh, mais voilà, mais c'est pas parce qu'on peut faire quelque chose de cette histoire qu'on en sort, c'est-à-dire que on vit avec, on vit avec, et puis moi je sais pas. Euh, Évidemment, je n'ai rencontré que 20 personnes, mais je ne sais pas s'il y a une seule personne qui est issue de cette histoire qui peut faire comme si ça n'avait pas marqué sa vie. Parce que, voilà, c'est ça l'éternité. Et enténébré, bah, évidemment, parce que c'est quand même une histoire atroce. Et que c'est une histoire qui est vécue presque par enfin, qui est héritée, quoi, qui est quelque chose. Oui, c'est comme un héritage inconscient, c'est une Oui. transmission inconsciente, c'est quelque chose qui rôde, c'est quelque chose qui est là, c'est quelque chose. On n'y pense pas tout le temps, évidemment, parce on vit, mais c'est là. Moi, le moindre parole antisémite me fait bondir d'indignation, quand j'entends mort aux juifs, ce qu'on entend dans certaines manifestations, j'ai envie de hurler. On n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit. 6 millions de personnes sont mortes qui n'avaient rien fait. Rien. Elles étaient juives. Mais est-ce qu'on choisit d'être juif? Franchement, non. Est-ce que. Voilà. Donc, c'est quand même. J'ai perdu mes mots là, du coup, pardon. Je... Alors, on va rebondir. Ben voilà, bon, ce sont des familles particulières, comme enfin, presque toutes les familles juives d'Europe, donc des familles où il y a eu beaucoup de personnes qui ont été assassinées, etc. Donc, ce sont des familles parfois
qui vivent dans des pays différents, Ah bah oui, il y a oui. moins de monde, etc. Enfin, c'est des petites familles. Et ce que ce quoi je voulais vous relancer, si vous êtes d'accord, c'est de raconter l'histoire de votre grand-père qui réapparaît Ah dans oui. la boîte aux lettres. Alors, moi, j'avais donc un grand-père qui était metteur en scène de théâtre et d'opéra et qui a réussi, parce qu'il était remarié avec une femme psychiatre, qui a réussi à le faire venir d'abord en Suisse et ensuite aux États-Unis. Il est arrivé aux États-Unis, je suis incapable de dire en quelle année, parce que voilà, j'ai toujours ces problèmes de date, mais en tout cas, quand il est arrivé aux États-Unis, il a tourné dans un film. Et puis il est mort. Ma mère ne l'a jamais revu. Quand ma mère est sortie des camps, il était mort. Et ma grand-mère a passé beaucoup, beaucoup d'années à essayer de retrouver ce film qu'elle n'a jamais retrouvé. Ma mère avait deux sœurs, une sœur qui était du même père qu'elle et une demi-sœur. Et ma tante Evie, qui avait donc le même père que ma mère, elle a réussi à partir aux États-Unis, où elle a vécu pendant très longtemps jusqu'à sa mort il y a 3 ans. Ma tante était donc une vieille dame assez qui aimait beaucoup les hommes, malgré son âge avancé, et qui donc un soir, chez elle, regarde la télé et regarde le feuilleton Sex and the City, qui est quand même pas du tout fait pour des vieilles dames, mais bon, voilà. Et en regardant ce feuilleton, cette série, elle voit l'héroïne qui elle-même regarde la télé et qui regarde un film en noir et blanc. Et sur ce film en noir et blanc, ma tante reconnaît son père. Donc, elle appelle tout de suite ses enfants qui la prennent sans doute un peu pour une cinglée, mais enfin qui font des recherches. Et effectivement, il s'avère que le film a été numérisé et que, effectivement, par un hasard inexplicable, ce grand-père que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu de ma vie puisqu'il est mort avant ma naissance, est arrivé par la poste dans un DVD et je l'ai vu bouger, je l'ai vu. Mais bon, ça c'est une chose étrange. Mais il y a aussi quand même autre chose, c'est que lorsque j'ai écrit le livre dont je parlais tout à l'heure avec ma mère, qui était un peu autobiographique, mais qui était en même temps un peu fictionnalisé, comme je l'ai dit, je n'ai pas donné j'ai pas appelé ma mère, Madame Laufer, ni Madame Gessner, qui était son nom de jeune fille. J'ai donné un nom, j'ai donné à cette famille le nom de Lang, comme ça. Et lorsque j'ai vu arriver ce film avec mon grand-père, non seulement c'était extravagant et incroyable de le voir, mais en plus de ça, le personnage qu'il incarnait dans ce film s'appelait Lang. Mhm. Donc, je veux dire, il y a quand même quelque chose qui est, voilà, moi, j'ai pas d'explication, mais qui m'a complètement bouleversée. C'est bouleversant de voir tout d'un coup arriver comme ça ce grand-père mythique dont je connais très bien le visage, puisque à la mort de ma mère, j'ai repris toutes les photos qui étaient dans sa chambre pour les mettre dans la mienne. Donc, j'ai le visage de mon grand-père que je n'ai jamais connu sous les yeux. Je l'ai vu arriver dans ce DVD. Et pour moi, tout ça, c'est une famille mythique. C'est une famille extraordinaire. Ils étaient, mais ma mère aurait pu avoir un destin extraordinaire. Elle voulait devenir comédienne. Elle serait peut-être devenue comédienne. Moi, je ne serais pas née. Elle aurait. Enfin, voilà. Voilà. Alors, il y a aussi un chapitre qui s'appelle Ce qui a protégé. Et je me disais peut-être que, Ce enfin, qui nous a protégés, ouais. Il faut oui. que je regarde Non, mais c'est mon pas grave. exemplaire. On peut simplement partir de ça. C'était l'idée, au fond, parce que tu disais tout à l'heure, au fond, c'est toutes des personnes qui. Et il y a un paragraphe à un moment où tu parles du fait, bon, c'est toutes ces personnes voilà, qui apparaissent dans le livre sont des gens qui se tiennent debout, qui à la fois aiment et sont capables de détester, s'expriment, sont à fond dans la vie avec toutes les émotions, la palette d'émotions, etc., qu'on peut ressentir.
Mais voilà, je me disais, il y a quelques personnes parmi ces 20 personnes qui sont assez religieuses. Et Une, seulement une. une. Il y Oui. a, oui, Gabriel Gross qui lui, et c'était vachement bien pour moi qu'il soit là parce que effectivement, il y a beaucoup, il y en a beaucoup qui font Kippour, etc. Mais lui s'est tourné vers la religion alors que je pense qu'il n'était pas vraiment. Il a été élevé dans la religion, mais surtout lorsqu'il a rencontré sa future femme, qui elle était assez pratiquante, il s'est tourné vers la religion et ça lui a donné une vraie colonne vertébrale, je pense. Voilà. Euh, je pense que par rapport au judaïsme, lui se sent très maintenu par le judaïsme. C'est important pour lui et d'une manière que je trouve extrêmement intelligente puisque par exemple, il raconte comment il a fait le deuil de ses parents en allant à la synagogue une fois par semaine, de manière absolument. Et c'est quelque chose qui, moi qui suis quand même totalement inculte en matière de religion, je dois dire que, enfin bon, je suis maintenant un peu Delphine Orwiller que j'aime beaucoup parce que je trouve que elle apporte une compréhension du judaïsme. Voilà. Moi, j'ai jamais. Mais je comprends parfaitement que Gabriel, en tout cas, ait trouvé dans la religion quelque chose qui l'ait aidé. Après, il y en a d'autres qui ont été tellement aimés par leurs parents. Il y a 2 ou 3 filles qui parlent de leur père qui a été déporté, comme quelqu'un qui leur a donné un amour immense et inconditionnel. Et bon, moi, je trouve ça génial. Moi, je n'ai pas eu cet amour immense et inconditionnel. Mon père, mes parents m'ont sans doute aimé comme ils ont pu, mais sans réussir à nous donner, à ma sœur et moi, la sécurité intérieure dont tout enfant a besoin pour se construire, parce qu'il y avait ces béants, ces trous, ces... Voilà. Euh, On parle beaucoup de résilience aujourd'hui. Moi, j'aime pas ce mot parce que je pense que il est galvaudé et que il laisse entendre que on peut avoir subi les pires malheurs, on peut toujours s'en sortir. Donc, bien sûr que c'est vrai, mais il parle pas de la force qu'il faut avoir pour essayer de traverser des épreuves comme les angoisses, de la claustrophobie. Donc, cette force, on la trouve, Gabriel l'a trouvée dans la religion, d'autres l'ont trouvée et dans l'amour de leurs parents, et beaucoup l'ont trouvée dans l'engagement. L'engagement politique, humanitaire, social, l'engagement professionnel. Quand on est psy, on a des gens, quand on s'engage politiquement, Daniel Kupferstein, il est hyper engagé, par exemple. C'est un cinéaste militant. Voilà, donc il y a, je pense, quand même cette espèce de besoin de faire quelque chose pour les autres, Oui. pour que l'humanité soit humaine, soit plus humaine. Alors, voilà, tu parlais de parents qui ont vraiment inondé leurs enfants d'amour et ont cherché à les protéger. Allez, parfois trop. Voilà, trop de la cruauté du monde, etc. Mais il y a le contraire, ce qui est un peu ton cas, mais alors il y a un cas, je trouve vraiment effrayant, Mathias. voilà, de Mathias. Alors Mathias aussi, il apporte énormément à ce livre. Je l'ai rencontré parce que c'est un ami de Emmanuel Heitzig qui m'a poussé à faire ce livre que je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas faire ce livre. Et lui, il a un père qui a été à Auschwitz et qui n'en est jamais sorti dans sa tête, qui a élevé ses enfants en leur disant il faisait des chantiers dans sa maison de vacances et il faisait bosser les enfants jusqu'à 10 heures du soir et il disait mais il faut que tu manies la pelle comme ça parce que sinon tu n'arriveras jamais à survivre à Auschwitz. Il faut apprendre l'allemand parce que sinon vous ne sortirez jamais d'Auschwitz, comme si Auschwitz n'était pas fini, pouvait recommencer, était là. Et eux, ils ont été élevés. Alors, il a un frère et une sœur, Mathias, mais ça l'a poussé à se surpasser parce que c'est quand même un type exceptionnel et brillant. Et c'est curieux parce que il m'a dit après la publication du livre, il m'a envoyé un mot pour me dire que finalement,
il s'est rendu compte en lisant le livre que il est sans doute le seul auquel le parent déporté ait parlé autant de sa déportation, et que finalement, c'était peut-être mieux que de n'avoir rien dit. Donc voilà, il pense que finalement, il a reçu une éducation, voilà, il est content, enfin il est content, il pense que c'était bien, que c'était moins difficile d'avoir été élevé comme ça que d'avoir été élevé dans le silence. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus, hein. Euh, Quand je l'ai interviewé, j'étais bouleversée parce que il m'a fait un cadeau précieux, cet homme qui a des responsabilités, qui est un homme important. Il m'a reçu et c'était une rencontre, enfin, j'ai eu une rencontre extrêmement émouvante avec tous ceux qui sont dans ce livre. Et Mathias, c'est vrai que j'étais assez soufflée et puis de sa générosité. Parce que, par exemple, à la fin, quand j'ai gardé des bouts de témoignages de chacune des personnes que j'avais interviewées, je leur ai demandé si, en leur expliquant le dispositif du livre, est-ce que vous avez envie de relire ce que je garde de vous ou pas? Et lui, il m'a dit, bah non. Et, et c'est quand même vachement violent ce qu'il raconte, hein, mais je pense que c'est extrêmement important. Parce que cette violence dont il parle, elle a existé de toute façon chez tous ses parents. Elle n'a pas forcément, elle s'est pas traduite de la même façon, mais forcément, ils ont été tellement la violence, ils l'ont vécue dans les camps. Donc, ils l'ont absorbée, mais bah, elle est ressortie ou elle n'est pas ressortie, mais de toute façon, elle était là. Elle a été là. Et donc, moi, j'étais très, très reconnaissante à Mathias et à tous les autres, parce que, en fait, je suis journaliste et je sais que les gens comprennent mieux ce qu'on veut dire quand on raconte des histoires. La théorie, c'est très, très bien. Les explications sociologiques, historiques, politiques, psychanalytiques, c'est essentiel. Mais les histoires de vie, les histoires des gens, c'est extrêmement important, comme les anecdotes. Voilà, et donc, ils m'ont donné plein de choses comme ça qui font que peut-être c'est ça, que j'ai respecté, hein, parce que je tenais vraiment à respecter complètement leurs mots, peut-être que ça donne un côté un peu universel, entre guillemets, à ce livre qui, qui est un questionnement quand même aussi. Enfin, voilà, oui, je pense qu'il n'y a que des questions. Il y a pas, moi, je n'ai aucune réponse. Je ne sais même pas ce qu'on peut donner comme réponse, quoi. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons des enfants, on ne sait pas très bien comment leur dire. Voilà, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Nous qui sommes les enfants, les témoins des témoins, on leur dit quoi? On leur dit, bon, allez, on s'assoit autour de la table, maintenant je vais vous raconter ce qui est arrivé à vos grands-parents. Ils n'ont pas envie, ma fille, qui a 30 ans, elle n'a pas envie. Elle me dit, mais arrête, tu nous as raconté que des horreurs. Elle n'a pas envie, elle ne veut pas entendre. Et pourtant, c'est son histoire aussi. Donc, Il y a peut-être un moment pour ça. oui, voilà, il y a des moments. Donc, mais voilà, il y a des moments. C'est ce que dit Régine Weintrater dans le livre. Elle dit bon, voilà, on leur dit, mais ils n'entendent pas parce que c'est pas le moment d'entendre. Donc, moi, ce livre, je pense que voilà, il est pour eux. Il est pour eux, voilà. Je pense qu'un jour, peut-être, ma fille, mes neveux, les enfants des gens qui sont enfants déportés, qui l'auront acheté, diront bah, tiens, c'est quoi ce truc? Et ils liront et peut-être qu'ils comprendront des choses de leur famille, de leurs origines. Vous savez, les psychanalystes disent toujours que c'est la troisième génération qui prend de plein fouet les traumas des grands-parents. Donc, il y a beaucoup de témoins dans ce livre qui ont parlé aussi de leurs enfants. Il y a des enfants qui vont pas bien, des enfants qui sont adultes maintenant, qui vont pas très bien. Et on se demande tous, mais est-ce que c'est de notre faute? Est-ce que nous aussi, on a transmis à notre insu des choses qui nous ont été transmises à notre insu? Et c'est possible. Nous aussi, on aurait voulu, et moi je ne suis pas très claire là-dessus, parce que j'aurais voulu que ma fille soit extrêmement heureuse, bien dans la vie, et en même temps je ne veux pas qu'elle oublie.
je ne veux pas qu'elle méconnaisse cette part de son histoire. Elle est, le père de ma fille n'est pas juif. Mais donc voilà, elle est à cheval entre deux cultures. Et elle n'a reçu aucune éducation religieuse. Nous, on est parfaitement laïque. Mais quand même, je n'ai pas du tout envie qu'elle fasse l'impasse sur cette... parce que je pense en plus, pour être tout à fait sincère, qu'il y aura forcément le risque qu'un jour quelqu'un lui envoie à la figure qu'elle est juive. Et que si moi, je ne lui dis pas ce que ça signifie être juif, parce que ça signifie aussi être des descendants de cette histoire tragique, elle ne saura pas répondre. Le livre que tu as écrit avec ta mère, il n'y a aucune chance qu'on puisse le lire alors. Il y en a quelques exemplaires sur Internet, moi je les rachète de temps en temps. Les éditions Bayard l'ont pilonné sans me demander mon avis, sinon j'aurais tout racheté. Donc j'espérais peut-être qu'il soit réédité, mais je pense que ça n'en prend pas le chemin, hélas. Donc voilà, c'est dommage. Mais c'est la vie des livres, hein. Un jour, ils disparaissent et puis peut-être qu'il sera réédité, peut-être que s'il y a quelqu'un là, moi j'ai fait le livre, après j'ai fait un documentaire, j'ai tourné un documentaire, j'ai fait une résidence documentaire à l'USA, j'ai fait un documentaire qui n'a jamais été monté, mais qui a été tourné il y a 20 ans. Il faudrait le monter. À l'époque, il y a eu des tas de producteurs qui, les uns derrière les autres, n'ont pas pu pour des raisons, parce que tout d'un coup, il n'y avait plus d'argent, ils ne pouvaient pas, etc. Puis le système est un peu compliqué, il faut que ça soit acheté par une chaîne de télé. Donc après, le directeur de la chaîne qui a dit oui, d'accord, a changé. Donc ce documentaire, peut-être que je pourrais le faire aussi. J'ai les images. Les images de quoi? Les images, j'ai des images de ma mère à la sortie des camps. J'ai des films que mon père a fait de nous quand on était enfants, que j'ai fait reprendre. Et puis j'ai filmé ma fille quand elle avait 8 ans à Casablanca et au Maroc, là où moi-même j'avais été filmée par mon père. Donc voilà, tout ça existe. Peut-être qu'un jour, je me suis beaucoup épuisée à essayer de faire ce film. Mais bon, je me dis peut-être que... en fait, ce livre, Venir après, c'est quand même le livre le plus important que j'ai écrit et je pense que c'est quelque chose que je portais depuis très, très, très longtemps finalement. Et c'était très, très difficile pour moi de m'y mettre, mais j'ai eu, et je l'écris d'ailleurs, pour la première fois de ma vie, l'impression d'être à la juste place, de faire exactement ce qu'il fallait que je fasse et comme il fallait que je le fasse. Et c'est un sentiment qui, voilà. Donc, bon, le film, oui, peut-être. Je pense qu'il y a des rencontres avec des gens qui font que les choses se font ou ne se font pas. Donc, il se fera ou il ne se fera pas. Si je peux faire en sorte qu'il se fasse, évidemment, je le ferai. Je crois qu'on va arriver peut-être plus ou moins à la fin de notre entretien et on va écouter les questions. Mais j'avais une question, mais tu y as répondu, quoi. C'est qu'est-ce que ça t'a fait d'écrire ce livre? Mais au fond, tu dis j'étais à la juste place. Voilà. Je ne vais pas dire, il y a des gens qui me disent ah ben ça va mieux. Je ne comprends même pas ce que ça veut dire. Mais non, ça ne va pas mieux, ça ne va pas moins bien. Voilà, j'ai l'impression que j'étais, comment dire, je suis extrêmement fière de moi, pardon si ça a l'air prétentieux, mais parce que j'ai l'impression que j'ai apporté une petite pierre à un travail de mémoire, que ce livre, il a été très très bien accueilli et ça m'a bouleversée, je ne m'y attendais pas. Donc, voilà, ouais, j'ai l'impression que j'ai fait quelque chose d'important pour moi et peut-être pour d'autres. Et donc, voilà, c'est... Mais ce livre, effectivement, reçoit un excellent accueil. Hein. Oui, ouais, c'est bouleversant pour moi, franchement, c'est bouleversant. Voilà, le fait d'être là, en train de te parler, de parler peut-être à des gens qui regardent, pour moi,
c'est émouvant, quoi. Je parle de quelque chose qui est à la fois intime et collectif, et je me dis, mais j'aurais jamais imaginé tenir cette place un jour, parce que j'aurais jamais imaginé que cette histoire, qui est tellement intime et en même temps tellement collective, que moi, je pourrais intéresser, toucher des gens avec cette histoire-là. Donc voilà, ouais, je ne sais pas si je pourrais écrire un autre livre, j'espère que oui, mais il faudra que je fasse autre chose, quoi. Ok, mais je crois qu'on va demander à Laurent de nous lire les questions parce que ça, voilà, tu vas continuer à parler. Donc, jusqu'à présent, il y a 2 questions et une réaction. Alors, la première question, en fait, Daniel y a déjà partiellement répondu. Ça concerne justement le livre qui avait été écrit avec votre mère. Donc là, vous avez déjà expliqué que bon, il était difficile de se le procurer, mais enfin, la question, c'est de savoir quel est son titre, en tout cas. La vie empêchée. La vie empêchée, d'accord. Alors, la deuxième question porte sur les parents des personnes qui ont été interviewées. Est-ce que ces parents, ou certains d'entre eux en tout cas, vivent encore ou vivaient encore au moment où le livre a Un été seul. rédigé? Le Victor Peraya vit toujours, le père de Sarah Peraya, il vit toujours. Sinon, tous les autres ont disparu. Il n'y a plus beaucoup de survivants, hein, d'accord. Ensuite, c'est un commentaire d'Irène Coffer qui justement a été la première personne, en tout cas, à nous suggérer de vous inviter ici. Et donc, ce commentaire, c'est de dire que vous avez bien raison d'être fier de vous. C'est un livre Oh, elle est important. adorable. Bah, elle aussi, elle peut être fière d'elle parce que son livre est quand même incroyable. Elle a réussi à quelque chose que je rêverais de réussir moi aussi, c'est-à-dire de mêler l'humour, le célèbre humour juif, à la tragédie, et en plus avec une inventivité. C'est un livre qui décape, qui en même temps se lit. Ah bon, moi, j'en parle beaucoup. Elle parle beaucoup de mon livre et je lui en suis reconnaissante. C'est pas très parisien tout ça, hein, parce que je veux dire que en général, les gens sont en compétition, et elle a été d'une générosité. Elle parle partout de mon livre, et ben je fais pareil, voilà. Et j'espère bien qu'on se rencontrera un jour. D'ailleurs, c'est prévu. Alors là, c'est une question et aussi finalement un commentaire, une réflexion personnelle, c'est que à l'UPJB, donc il y a eu le confinement, donc on n'a plus pu se réunir dans notre salle à laquelle on était attaché, et sans rien prévoir à l'avance, ce n'était pas du tout un plan. On s'est rendu compte qu'en fait on avait consacré beaucoup de visioconférences à la transmission. On dit que depuis le mois de décembre jusqu'à maintenant, une partie importante, ça n'a pas été uniquement évidemment ce thème-là, mais une partie importante des conférences, c'était des personnes qui parlaient en général à partir d'un livre de la transmission. Alors, parfois sur 2 générations, parfois sur 3 générations, parfois à travers un immeuble, hein, 209 rue Oui. Saint-Maur, voilà. Et donc, Avec un film remarquable. Le documentaire était absolument exceptionnel. et finalement, la question, c'est de savoir si cette expérience du confinement et donc peut-être aussi justement de la fragilité de la transmission, on s'est retrouvé dans des circonstances auxquelles on n'était pas habitué, on a dû improviser un certain nombre de choses. Est-ce que pour vous aussi, le projet est évidemment bien antérieur, je suppose, à l'expérience du Covid, mais est-ce que ça a donné une coloration particulière au travail que vous avez fait? J'ai terminé le livre pendant le premier mois du confinement, à vrai dire. J'étais presque contente de pas d'être cloîtrée à la maison. Enfin non, j'étais assez flippée quand même, je dois dire. Mais pour moi, le premier mois du confinement, j'ai terminé le livre. C'était la fin. Donc, j'ai trouvé quand même étrange, d'ailleurs j'en parle dans le livre, que cette histoire intervienne au moment où j'écrivais ce livre-là, quoi, parce que voilà, on était enfermés. En plus, moi, j'avais fait un régime, j'avais perdu 10 kilos. Enfin bon, il y a eu, voilà. Après, je pense qu'on est une époque, et enfin moi, je suis d'une génération qui maintenant, voilà, je pense que c'est notre tour de transmettre, et c'est compliqué de transmettre ce qu'on ne nous a pas transmis.
Et puis peut-être on est à une époque un peu compliquée aujourd'hui où la question de l'identité devient extrêmement importante, trop à mon avis, beaucoup trop, parce que du coup tout le monde s'étripe, on n'arrive plus à parler, on n'arrive plus à débattre, on n'arrive plus à communiquer. Donc pendant moi j'ai beaucoup réfléchi effectivement, mais je ne sais pas si c'est confinement ou pas confinement. Est-ce que ça voulait dire moi, être enfant déporté sans se poser en victime, parce que moi, je refuse complètement j'en ai marre, j'en peux plus de ces attitudes victimaires qui font que tout le monde se balance à la figure. Moi, je suis victime de ci, moi, je suis victime de ça. Moi, mes parents ont été victimes directes, nos parents ont été, mais moi, je refuse ça parce que je trouve que on n'est pas fait pour se balancer. Enfin bon, je ne vais pas faire de politique ni de. Mais en tout cas, peut-être que pendant ce confinement, il y a eu il y a eu aussi le succès de la série en thérapie quand même. Les gens en général ricanent quand on leur parle de psychanalyse et tout d'un coup, tout le monde était scotché devant en thérapie parce qu'en fait, on était face à nous-mêmes, quoi. On était, bah oui, on pouvait plus aller voir des cours, on pouvait plus voir les copains, on pouvait plus aller en vacances, en week-end, se balader dans la rue. Donc oui, peut-être qu'il y a eu un recentrage sur les choses importantes et essentielles qui nous constituent. Moi, je peux pas parler pour les autres, mais moi, j'étais au bout de mon bouquin. J'en étais à la dernière étape qui était le énième peaufinage pour que les mots soient à la bonne place, pour que ça soit exactement ce que je voulais dire, que ça puisse pas être mal compris, mal interprété, voilà, que ça soit juste, quoi. Donc, j'ai eu le temps. Hein. Voilà, mais il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées entre-temps, donc un immense merci Merci pour le livre, infiniment. un immense merci aussi pour être venu, même si c'est par un écran interposé. J'aurais préféré venir pour de vrai, hein, je vous assure. Mais voilà, on reprendra nos activités normales à partir du mois de septembre, et donc voilà, il y aura sûrement des occasions. Et justement, en octobre, on va projeter le film de Daniel Kieferstein sur Stanislas Tomkiewicz. Donc voilà, ce sera peut-être l'occasion de faire un saut vers Bruxelles. Donc encore une fois, un très grand merci à vous et à toutes les personnes qui ont participé à cette soirée. Merci à vous infiniment. Voilà. Merci. Au revoir. Oui, encore merci Daniel, vraiment c'est une très belle rencontre et bon, il n'y a pas énormément de spectateurs avec nous maintenant, mais comme tu sais, c'est une vidéo qui va… Je la mettrai sur ma page Facebook, on ne sait jamais. Très bien, voilà, formidable. Merci beaucoup et bonne soirée. soirée. Bonne soirée. Voilà. Au revoir. Au revoir.